mon nom est Gilles Thériault. Je suis directeur par intérim de l'Association des pêcheurs côtiers des îles de la Madeleine, en anglais Inshore Fishermen, parce que la majorité des membres de l'association sont anglophones. Alors, est-ce que j'ai lu un peu dans l'article qu'en 2023, là, le gouvernement fédéral va obliger les crabiers, les homardiers à se munir d'engins de pêche sécuritaires. Alors, est-ce que vous pouvez faire un état de situation avant qu'on aille vers les nouvelles technologies de pourquoi est-ce que le gouvernement demande ça? C'est quoi le constat? En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, on a commencé à noter, à remarquer que les baleines noires fréquentaient de plus en plus régulièrement les eaux du golfe Saint-Laurent, donc du fleuve, pas du fleuve tellement comme du golfe vraiment, donc à l'embouchure du golfe. Et la baleine noire est une espèce en voie de danger. Il n'en reste assez peu, en fait, quelques centaines d'individus sur la planète. Donc, on s'est aperçu que cette population-là, cette petite population-là, naviguait dans les eaux entre les États-Unis et le Canada. Donc, ça a déclenché un genre d'alerte, si on veut, conjointement avec les États-Unis, d'essayer de faire tout en notre possible pour sauver cette espèce-là. Évidemment, autant les États-Unis que le Canada sont liés par certaines ententes à l'international à ce niveau-là pour les espèces en voie de danger. Ce qui s'est passé, donc, on a commencé par essayer d'identifier les causes de décès de ces espèces-là. On s'est aperçu que majoritairement, les problématiques étaient beaucoup sur la navigation. Des grands navires, des paquebots, etc., qui naviguaient évidemment beaucoup dans le golfe Saint-Laurent et quand même à d'assez bonne vitesse. Donc, il y avait beaucoup de collisions avec les baleines noires. Ça, c'était la grosse problématique. L'autre problématique, c'était l'empêtrement de ces baleines-là, de cette espèce-là, dans certains cordages de pêcheurs. C'était surtout dans des cordages possiblement de crabiers, avec des cages de crabiers, parce que les crabiers pêchent dans des eaux plus profondes. Donc là où les baleines étaient plus susceptibles d'y aller. Mais il y avait quand même, je dirais, une préoccupation, pour les homardiers également. Donc, le groupe avec lequel je travaille, ce sont des homardiers qui pêchent dans des eaux moins profondes, mais il y avait quand même une préoccupation à ce niveau-là, au niveau des deux gouvernements canadiens et au niveau des États-Unis. Donc, ils ont voulu que les homardiers fassent leur part, si on veut, et qu'ils fassent tout en leur pouvoir pour diminuer ou atténuer le plus possible les empêtrements des baleines dans les cordages des homardiers. Donc, on a travaillé à tester différentes sortes de cordages, qu'on appelle ça des maillons faibles, en fait. Ah, oui. Il fait que une fois que la baleine s'empêtre dans les cordages, mais qu'il y ait une résistance un peu moins forte sur la corde, ce qui permet à la baleine normalement de casser le cordage puis de pouvoir continuer à nager librement. Parce que justement, est-ce que pour ceux qui sont un petit peu moins familiers de comment on procède à la pêche au homard, techniquement, est-ce que vous pourriez expliquer, avant d'expliquer la nouvelle technologie, là, mais de comment ça, c'est une cage au fond, il y a une corde avec un flotteur, c'est bien ça? Oui, il y a en fait normalement, il y a plusieurs cages qui sont ce qu'on appelle des tralles là, ou je me souviens plus, je pense que même les Français les appellent comme ça par ici, les tralles, c'est-à-dire une série de cages, en fait, qui sont attachées par un filin, par une corde comme ça, et à une bouée. Donc, les pêcheurs, quand ils vont avec leur bateau, ils prennent la bouée, ils mettent le cordage dans les hauleurs, puis ils amènent les cages à bord, et ensuite ils les remettent à l'eau. Donc,
ce qui fait quand même, quand on additionne tous les pêcheurs aux îles en Gaspésie, etc., ça fait quand même beaucoup de cordages qui sont dans l'eau, qui flottent. Une possibilité qui était quand même assez minime parce que généralement, les baleines viennent pas tellement dans des eaux aussi peu profondes. Mais quand même, à nouveau, il y avait une préoccupation à ce niveau-là. Donc, parce que du coup, la baleine, elle vient et avec ses ailerons, j'imagine, ou ça s'accroche sur elle? c'est ça, elle peut s'empêtrer dans les cordages. C'est éventuellement, s'il y a plusieurs cordages, d'en ramasser un avec, comme vous dites, avec un bout d'aileron, et puis ça peut finir par s'empêtrer puis causer des problèmes en fait à la baleine là, au niveau de sa mobilité, sa possibilité de se nourrir, ça peut affaiblir la baleine éventuellement. Alors vous, donc votre rôle maintenant, c'est vraiment, vous avez comme, j'imagine, discuté un peu avec les pêcheurs qui sont sur le terrain aussi, puis vous avez développé, ou en tout cas vous avez fait des tests cet été. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment s'est passée votre saison? Oui, en fait, on n'était pas les premiers qui faisaient des tests, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses se sont aussi déroulées très, très rapidement depuis qu'on a constaté justement cette problématique-là. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont été encouragées fortement à développer des méthodes pour atténuer ces impacts négatifs-là sur les baleines, les empêtrements. Donc, ils ont développé, c'est ça, ça, on avait ça avant de faire les tests, c'était déjà certifié par les États-Unis parce que l'importance était quand même là que les trucs qu'on essaie soient certifiés par les Américains. Puis à ce moment-là, ça nous permet, nous, d'avoir une pêche certifiée, écologique, si on veut. Donc, quand on a commencé les tests, il y avait en fait à peu près seulement ces deux trucs-là qui étaient certifiés. Donc, une corde, on appelle ça une corde faible, si on veut, un maillon faible, une cordage faible. Ça, c'est un manchon qui est vide à l'intérieur et la corde se place à l'intérieur comme ça. Puis quand on tire, ça crée une pression. Donc, on avait ces deux choses-là, mais depuis ce temps-là, il y a eu toute une panoplie d'autres trucs qui ont été certifiés. Je vous montre quelques exemples, des cordages, différents cordages. Donc, nous, quand on a commencé nos tests, on avait ces deux trucs-là. Donc, on s'est dit, bon, on va faire des tests avec 9 pêcheurs. À certains endroits, eux, ils ont donné les cordages à plein de gens, à peu près à tout le monde. Ils ont dit, essayez-les, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais c'est une façon de procéder, mais évidemment, les gens l'installaient un peu n'importe comment, etc. Donc, nous, on s'est dit, on aime mieux travailler avec moins de pêcheurs puis avoir plus de contrôle sur comment ça va se passer. Donc, on a pris 9 pêcheurs autour des îles. Il y a comme 3 zones de pêche aux îles. Une au nord, au sud, puis un peu plus à l'extérieur. On a dit, quelles conditions de pêche on peut couvrir à peu près dans ces 3 zones-là. 3 pêcheurs par zone. Donc, ça va nous donner une idée quand même. Les fonds de pêche peuvent être un peu différents. Des fois, c'est plus rocheux, des fois, c'est plus sablonneux. Les courants sont différents, etc. Puis, avec ces 9 pêcheurs-là, on leur a donné ces engins faibles-là pour qu'ils l'installent sur leur trawl pour voir comment est-ce que ça allait se passer, parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment d'idée de quelle façon ça allait se passer. Il y avait quand même un a priori avec les pêcheurs qui pensaient que ça allait être un peu la catastrophe, c'est-à-dire que pour eux, ils disaient, parce que les cordages sont testés à 1700 livres de pression. À plus de 1700 livres de pression, ça brise. Les pêcheurs avaient l'impression que c'était pas suffisant, que la pression était beaucoup plus forte puis qu'ils allaient perdre beaucoup d'engins. Ça n'a pas été l'hécatombe prévue. Les gens pensaient que ça allait être pire que ça a été en réalité. Il y a eu quelques bris, mais ça n'a pas été si dramatique, si on veut. Parce que ce que je comprends, c'est que quand la baleine, si admettons quelque chose avait tiré, ouais. Le pêcheur perdait sa cage, c'est ça que ça veut dire? En fait, si lui, sa cage, parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, ils prennent la bouée, ils prennent le cordage, ils le mettent sur le hauler, sur le bateau,
puis donc, ils tirent les cages à bord du bateau. Donc, si une cage, par exemple, je vous donne un exemple, si une des cages est coincée sur une roche, la pression sur la corde est beaucoup plus forte avant de la dégager. Donc, selon eux, la pression pouvait monter facilement à 2005, 2008, 3000 livres de pression. À ce moment-là, évidemment, si on a un maillon faible comme ça à 1700 livres, ça va briser avant qu'on puisse amener ça à bord. Donc, ça va lâcher. On aurait perdu beaucoup d'engins, ce qu'on appelle la pêche fantôme. Donc, les engins continuent à pêcher sans qu'on puisse les récupérer, ce qui cause un autre problème au niveau environnemental. Donc, on avait peur de changer un problème pour un autre, finalement. Finalement, ça n'a pas été si mal quand même. Les cordes étaient quand même assez résistantes, là, ces cordes-là. Donc, ça ne cassait pas pour rien, mais on s'est aperçu que l'usure était prématurée. Les cordes semblent pas faites très, justement, résistantes. Donc, il y a eu beaucoup d'usure prématurée sur ces essais-là. Et les gens disaient, on serait pas capable de pêcher toute une saison avec ce genre de cordage-là. Il faudrait les changer à un moment donné parce que il serait trop usé. Donc, en fait, le point de rupture serait plus à 1700, il serait probablement beaucoup plus bas encore, à 1200, quelque chose comme ça. Donc, ça a été intéressant de faire ces tests-là, clairement, cet été. Mais je vous dirais, ce n'est pas... Est-ce qu'on peut dire que c'est concluant totalement? Je le pense pas, là, parce que en fait, et de un, les technologies changent rapidement. Comme je vous disais, on a d'autres trucs ici qu'il faudrait essayer pour voir si c'est mieux. Parce que la solution idéale ne semble pas vraiment avoir été trouvée encore. Comme je disais, c'était un peu trop fragile au niveau de l'usure. À certains temps, on trouvait que ça glissait dans les hauleurs. Plutôt que d'avoir une bonne prise, ça glissait. Donc, c'était dangereux, en fait, pour les pêcheurs qu'il fallait qu'ils mettent une pression constante sur leurs engins, leurs hauleurs. Puis on pouvait se coincer un doigt ou un truc comme ça. Donc, il y avait une question de sécurité qui n'était pas extraordinaire. Des fois, ça débarquait finalement, là, parce qu'il fallait évidemment insérer ça dans le cordage traditionnel. Donc, ça faisait des nœuds ou des épissures, etc., qui étaient plus grosses. Puis des fois, ça débarquait du hauleur. Donc, finalement, il y avait encore des problèmes techniques à résoudre. Ce qu'on pensait, on a reçu celui-ci, par exemple, à la toute fin. On a fait 2-3 tests avec, passé pour voir, mais les gens le trouvaient intéressant, sauf que les couteaux du hauleur faisaient des marques sur le plastique. Donc, tu vois, il y a tout ça pour dire on cherche encore la solution idéale, selon moi. On ne l'a pas vraiment trouvé encore. Puis malheureusement, mais le délai, comme vous le mentionniez tout à l'heure, est 2023. Fait qu'il faudrait être prêt pour la prochaine saison, ce qui semble être assez irréaliste pour beaucoup de pêcheurs. Parce que en fait, on sait même pas si on décidait, par exemple, d'y aller avec celui-ci. Tu sais, advenant le cas qu'on dit allons-y pour ça. Mais est-ce qu'on pourrait commander suffisamment de cordage pour tous les pêcheurs pour la prochaine saison, qui les installent, etc. Il y a quand même une logistique dans tout ça. Si on décidait d'y aller, par exemple, avec un petit anneau comme ça, il faudrait faire d'autres tests, etc. Donc, c'est un peu rapide pour prendre une décision. Et là, vous nommiez tout à l'heure que vous travaillez un peu en collaboration avec les États-Unis. Est-ce qu'il y a des endroits, peut-être ailleurs dans le monde ou aux États-Unis, où ils sont dans le même processus que vous, j'imagine? Ils sont aussi dans des phases de test? Oui, en fait, eux, ils ont justement, avant de certifier certains engins, il faut évidemment qu'ils fassent eux-mêmes des tests. Mais évidemment, on est toujours à la remorque. Donc, ils font les tests, ils certifient. Une fois qu'ils l'ont certifié, nous, on fait les tests chez nous. Parce que, évidemment, les conditions de pêche aux États-Unis et les conditions de pêche ici ne sont pas les mêmes. Et même, comme je vous disais tout à l'heure, même aux îles de la Madeleine, qui est un tout petit territoire, on peut déterminer facilement 3 endroits où les conditions de pêche sont différentes. Donc, si on va en Gaspésie, c'est encore un autre truc. Si on va au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, partout, il y a des conditions de pêche qui sont un peu différentes.
des courants différents, des fonds différents, donc c'est un peu complexe de tout mettre ça. Tu sais, on a l'impression, souvent les décisions sont prises à Ottawa, là, tu sais. Puis là, pour eux, ben c'est la pêche au mort, puis c'est comme ça que ça va se régler. Ben, tu peux pas faire des genres de règlements parapluies pour tous les pêches, même au mort, parce que les conditions de pêche sont différentes d'un endroit à l'autre. Donc, moi, j'ai l'impression que les fonctionnaires à Ottawa ont l'impression qu'on peut installer ces choses-là très rapidement, alors que c'est pas le cas, là. Si on veut le faire correctement, ça va prendre plusieurs années. Oui, puis vous nommiez aussi tout à l'heure plutôt que je voyais dans l'article que ça incluait crabier et homardier, puis c'est vous qui avez dit que c'est vraiment deux façons de pêcher différentes, puisque je Ah, pense que c'est complètement. vraiment pas les mêmes fonds. Non. Et j'imagine quand même que l'impact sur les baleines est plus du côté des crabiers que des homardiers. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité, j'imagine, pour le gouvernement de donner un peu plus de loose pour les homardiers, puis peut-être mettre un peu plus de… Ben, j'ai l'impression que c'est réalistement, si ils n'auront pas le choix, dans le sens où s'ils imposent des mesures avant qu'on ait fait le tour vraiment des engins puis tester les bonnes choses, c'est clairement que tu sais, peut-être un engin va fonctionner bien dans une zone, mais pas mal partout ailleurs. Donc, il va y avoir des problématiques, comme je le disais tout à l'heure, soit au niveau environnemental, une perte de casier trop importante. Il va y avoir des problèmes économiques reliés évidemment à ça. Il va y avoir des problèmes de sécurité avec les engins qu'on va essayer, les maillons faibles qu'on va essayer. Donc, je pense que le gouvernement actuellement se sent un peu pressé de faire ça, la pression des États-Unis là, surtout. Qui menace de fermer les marchés aux produits de la mer canadienne. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, petite expérience dans le domaine des pêches et dans d'autres domaines similaires, il y a beaucoup plus de menaces que de réalité là-dedans. C'est-à-dire que quand on va sur les marchés, les gens s'intéressent surtout à savoir si le produit est de bonne qualité puis le prix est bon. Le reste, ça les intéresse généralement pas beaucoup, même si on fait grand état de ça. Moi, j'ai l'impression que d'une façon comme de l'autre, les États-Unis vont continuer à acheter les produits de la mer canadienne parce qu'ils sont de bonne qualité. Et de toute façon, la solution de remplacement, c'est souvent des produits qui viennent d'ailleurs, de Taïwan, etc. Déjà, au niveau de la trace carbone, c'est vraiment pire au niveau environnemental. Et en plus, ben là-bas, de quelle façon ça se pêche, on n'a aucune garantie que c'est vraiment mieux qu'ici. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même que les choses se fassent raisonnablement, qu'ils donnent le temps aux gens de faire les tests, aux pêcheurs de homards et de crabes aussi, de faire les tests correctement avec qui trouvent les bons engins. Parce qu'il y a eu des tests de fait sur des engins, mais qui coûtaient des centaines, si ce n'est pas des milliers de dollars par dispositif. C'est un peu irréaliste, là. C'est haute technologie et tout, là, par ronde, qui émettent des gaz, puis sans corde, etc. Mais les gens regardent toujours ça avec un peu de suspicion parce que plus c'est technologique, plus il y a des chances aussi qu'il y ait des bris. Puis si les bris arrivent à un mauvais moment, mais ça peut être très, très coûteux et entraîner plein de problèmes également. Oui, puis j'imagine qu'il y a tout un côté au niveau plus humain, et vous qui êtes sur le terrain et qui côtoyez les pêcheurs, de devoir faire des changements d'habitude qui sont déjà là depuis des fois quelques générations, même si certaines choses changent au niveau des cordages ou des cages, mais il y a des façons de faire qui se perpétuent comme ça, et j'imagine que changer des habitudes, c'est pas facile, ça peut prendre des fois une génération, alors c'est peut-être les nouveaux qui rentrent à l'école qui peuvent peut-être avoir ce changement-là. Oui, oui, absolument. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça prendra une génération, mais ça va certainement prendre réalistement, comme je le disais tout à l'heure, ne serait-ce que de faire le tour des engins certifiés pour trouver le bon engin au bon endroit, optimiser, si on veut, ce succès-là. Je vois assez difficilement que ça peut se faire à l'intérieur des 2 années qu'ils nous avaient données parce que il faut aussi considérer qu'on peut pas faire, on dit 1 an, mais on fait pas de test 12 mois, on en fait pendant quelques semaines dans cette année-là. Et donc, parce que les pages durent quelques semaines. Donc, on peut pas dire,
En fait, ils disent un délai de 2 ans ou 3 ans, mais dans la réalité, c'est un délai de 2, 3 mois. Parce que, Ouais. parce que c'est le temps qu'on a pour faire des tests. Donc, c'est ça. Il faut, tu sais, c'est une chose de prendre des décisions quand on est assis confortablement dans sa chaise devant un ordinateur à Ottawa, mais quand on est sur le terrain, c'est beaucoup plus complexe que ça, là. Alors, est-ce que Donc, je vous pense. pourriez nous partager, vu que justement vous êtes sur le terrain, c'est quoi un peu, parce que vous parliez, vous aviez fait des tests avec 9 pêcheurs, mais vous en côtoyez plus que ça, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux? Ben, je sais que peut-être que c'est un peu tout ce que vous avez déjà expliqué, mais est-ce qu'ils sont un peu en accord avec ce que vous venez de nommer aussi, les pêcheurs sur le terrain? Il y a énormément de résistance, ça, je vous le cacherai pas. Il y a beaucoup, beaucoup de résistance à parce que on y va quand même de façon rationnelle. Tu sais, les pêcheurs de homards, ils se disent un peu qu'ils payent le prix pour l'apparence quelque part, parce qu'on sait que les collisions avec les navires, c'est de loin la plus grosse cause de mortalité pour les baleines noires. On sait très bien qu'il n'empêchera pas les transporteurs de naviguer dans le Golfe, là. Ils ont réduit les vitesses des navires pendant la saison où les baleines sont là. Mais disons que ça, c'est vraiment le gros du problème. Les pêcheurs de crabes, ça a un impact un peu aussi. Mais les pêcheurs de homards, réalistement, on pense que c'est peut-être 5%, 3% du problème, là. C'est pas là qu'est la grosse cause. C'est assez rare, comme je le mentionnais tout à l'heure, que les baleines viennent dans des eaux aussi peu profondes. Quand ils viennent dans des eaux aussi peu profondes, souvent, c'est qu'ils ont déjà des problèmes. Ils sont déjà peut-être en fin de vie ou des choses comme ça. Donc, eux trouvent que c'est payer le fort prix, tu sais, qu'on met beaucoup d'emphase sur eux, alors que c'est pas très rationnel comme raisonnement. Et de menacer ensuite de couper des marchés à cause de ça, c'est un peu, selon eux, exagéré. D'obliger aussi de mettre de faire ces tests-là, même moi, je le sais très bien, ne serait-ce que pour avoir accepté de faire les tests, je pense que j'ai été pointé du doigt par beaucoup de pêcheurs. En même temps, l'association des inshore, là, ici aux Îles-de-la-Madeleine, la façon dont ils voient la chose, qui selon moi est la bonne façon de le voir, c'est que on est beaucoup mieux d'avoir des données probantes pour prendre des décisions. Si on ne fait que s'opposer à cette réglementation-là, je pense que ça ne mène nulle part. Alors que si on a des données en disant, ben, voici les problèmes qu'on a rencontrés avec tel engin faible, celui-ci c'est bon pour une telle chose, etc. On est capable quand même d'avancer dans la discussion puis de montrer aussi une certaine bonne volonté de faire les choses. Mais il faut que ça soit fait correctement. Je pense que chacun, faut qu'il mette de l'eau dans son vin, autant le gouvernement que les pêcheurs. Alors, pour terminer, est-ce que ce qui s'en vient pour vous, là, ça parlait de 2023, est-ce que ça veut dire que l'été prochain, vous allez encore être là-dedans, en train de faire des tests? Moi, j'ai l'impression que ça pourra pas s'arrêter parce que clairement, ce qu'on a fait là était intéressant, mais insuffisant pour prendre une décision éclairée, selon moi. Donc, j'ai l'impression que l'an prochain, il faudra reconduire encore des tests. Je ne sais pas sous quelle forme ça va se faire. Je ne sais pas si le gouvernement obligera peut-être, par exemple, un 30%, disons, des cages qui soient avec des maillons faibles, puis le reste de faire de façon traditionnelle. Ça nous permettrait de continuer d'accumuler des données. Puis peut-être, bon, dans une deuxième année, les 2 tiers, puis dans une troisième année, par exemple, l'entièreté des tralles et des cages qui sont installées avec les maillons faibles. Mais là, d'ici ce temps-là, d'ici 2, 3 ans, on aura le temps de trouver lequel est le plus efficace. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Gilles, pour votre temps. Puis on vous souhaite bonne continuation là-dedans, que ce soit par les données ou pour trouver une technologie innovante et que ça puisse servir la cause et en tout cas surtout convenir aux méthodes de pêche et aux gens, là, ça serait le plus important. Absolument, absolument. On espère que tout ça se fasse en harmonie, qu'on puisse contribuer à sauver les baleines noires et également à sauver les pêcheurs parce que
Dans ce temps-ci, ça va relativement bien, mais il y a des années où ça allait moins bien. Il y a peut-être d'autres années plus difficiles qui s'en viennent, donc il faut essayer aussi de penser aussi à ces gens-là. D'accord. Ben, merci, Gilles. Merci à vous.